On va finir là-dessus. C'est un petit bouquin que j'ai reçu par la poste qui est assez extraordinaire. C'est un bouquin. Alors, je sais même pas s'il a mis son petit nom quelque part. Est-ce Et qu'il s'il l'a est fait? tout à la fin, dans un petit, voilà, dans un tout petit encart, on voit son nom. D'accord. Mm. Donc c'est le dernier livre de Florian Huette. Donc c'est fait un tout petit nombre d'exemplaires. C'est ultra soigné, hein. Quand on parle de microprod fait avec un soin dingue, les moyens techniques, c'est vraiment ultra artisanal chez Florian. Et là, il a décidé de faire ce montage-là, montage pour cahier, donc par cahier nu, vous voyez, sans dos du livre. On voit, euh, on voit la très légère imperfection qui trahit le travail manuel, mais c'est quand même magnifique de rigueur d'avoir passé lui-même le fil avec une telle précision dans ses cahiers. Et ici, on a une fausse garde rapportée, mais une garde qui n'est rapportée que sur une partie, ce qui fait un élégant cartonnage contre-collé ici, et un beau travail ici de rabat. Voilà, en Tout en sérigraphie. trame. Ouais. À l'intérieur, donc, c'est un tirage visiblement numérique. Et c'est la reliure suisse, hein. D'accord. Ah, c'est ça qu'on appelle. Je savais pas quel était le nom de ce type de reliure. Merci beaucoup, Narcisse. Donc depuis quelques années, ça fleurit dans le monde des microprods Mm, parce mm. que tout simplement, ça permet une ouverture Une du livre ouverture. extraordinaire. Là, vous pouvez jouir de l'empagement maximum. Hop, ça s'ouvre à n'importe quel endroit, pouf, complètement, sans être retenu par aucun dos. Donc c'est assez extraordinaire. C'est les choix que j'ai pu faire moi-même pour un de mes bouquins parce que précisément, il y avait une nécessité à l'ouvrir comme ça. C'est un choix qui a été fait pour le bouquin combo chez Rakam et la cinquième couche. Et c'est vraiment, ça met en valeur énormément quoi, l'empagement des trucs. Donc un des croquis dans reliure suisse pour les mêmes raisons. Ouais. Bah oui, c'est vraiment fascinant. Donc là, le travail est assez dingue, hein. C'est un travail extrêmement mélancolique, vraiment, hein. C'est d'une destruction pénible, permanente. On pourrait dire que c'est un monde qui n'arrête pas de De se foirer ses détruire. promesses d'apparition. Mm. C'est ça, ouais. C'est comme Il si essaye de naître et il n'y arrive il jamais, n'y quoi. arrive jamais, ouais. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'autre origine à ce monde que la ruine, quoi. Et donc on commence dans quelque chose de ruiné. Il n'y a pas de point originaire dans lequel il y aurait eu un néant du monde. C'est comme si avant, enfin, il y avait une infinie consécution des ruines. Sur cette première ruine, donc naît une figure qui est un globe oculaire poussé au bout d'une plante de nerf optique. Son premier regard est vers les cieux. Alors pour ceux qui ont un peu de culture latine, le regard vers les cieux dans un espace quadrangulaire comme ça, c'est ce qu'on appelle le templum en fait. Les Romains, avant de construire quoi que ce soit, notamment une cité, regardaient les étoiles. On dit qu'ils les considéraient, ils utilisaient un petit miroir, ils spéculaient. C'est de là que vient leur terme spéculer, à cause du petit miroir, un speculum, avec lequel ils observaient le ciel. Et le templum, c'est la projection dans le ciel de ce qu'allait être la cité une fois qu'elle serait reportée au sol. Donc on essayait de trouver une configuration qui soit acceptable dans l'organisation des étoiles. Étoile en latin, c'est sidus. Donc on considérait, considus, on considérait le ciel pour trouver une bonne configuration et on la projetait au niveau du sol. Généralement, on demandait à un laboureur d'utiliser une charrue pardon, qui traçait un sillon au niveau du sol, qui allait marquer le templum tout autour enfin, qui allait tracer le périmètre de la structure à reporter au sol, et juste au milieu, enfin, à l'endroit où la porte qui était, on essayait de construire un espace qui soit un espace de dialogue entre les divinités qui décidaient du templum et les humains, et l'espace qui appartenait à la fois aux humains et aux dieux, c'est la porte. On portait le socle, donc on laissait l'espace vacant à l'endroit où allait se trouver la porte pour aller reporter plus loin le socle de la charrue et finir la configuration du périmètre où on allait construire quelque chose. Donc ce templum, c'est l'endroit vers lequel cette créature projette la possibilité d'habiter ce monde. Il faut Et parler quand même du travail de trame, quand même. oui, on parlera évidemment du travail graphique qui est assez extraordinaire. Et la première projection du templum va trouver une opportunité de se réaliser dans un morceau
d'une créature qui n'est finalement qu'une espèce de morceau de viande pourrie dans laquelle se plonge cette espèce d'organe grâce auquel il va pouvoir se former, projeter un temple mou duquel va jaillir une série de créatures avec la langue incompréhensible, elle-même déjà pourrie avant même que d'être vivante. Comme le souligne effectivement Agnès, c'est un travail extrêmement rigoureux et très très beau sur les trames. Tout au long du livre, le travail graphique va être puissant. Donc, je vous passe les détails scénaristiques, mais qui font qu'en fait, ce que produit ce monde, c'est même pas des concrétions achevées, c'est même pas des mondes parachevés et accomplis, ce sont déjà des ruines. Ça fait évidemment penser au Troisième Reich qui se rêvait comme un Reich de 1000 ans et dont Albert Speer disait, quand il proposait des constructions à Adolf Hitler, il disait qu'il construisait des immeubles qui allaient devenir de belles ruines. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser à Albert Speer, évidemment, surtout à cause de la noirceur de ce livre. Hein. Mais je me doute bien que ça te parle, Narcisse. Et là poussent des choses qui sont déjà ruines. Et le livre ne va pas cesser comme ça d'aller et venir entre la pourriture organique et la ruine. Et de ces ruines, donc il y a plusieurs constructions comme ça, sortent des sortes d'exhalaisons elles-mêmes putrides, c'est-à-dire des voix sans voix, des promesses de paroles qui n'apparaissent pas, qui sont d'une noirceur totale. Et là, la trame finit par se densifier énormément, par se condenser, par se ramasser. Et on dirait vraiment qu'il y a une chose qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, que c'est le chaos entraîne le chaos, qui entraîne le chaos, et on s'en sort pas, quoi. La pourriture engendre la pourriture et la destruction en permanence. Comme si la créature n'y pouvait plus rien. À un moment donné, ça lui échappe complètement. Évidemment, en regardant toutes ces galeries de ruines, ce à quoi on pense énormément, en dehors du romantisme, effectivement, dont parle Narcisse, et qui contient sa part mélancolique, c'est le fait que les prétendus constructeurs de mondes unifiés, ceux qui campent leurs mythes nationaux toujours sur des ruines, et ils appellent ça leur culture. En général, ils ne la connaissent pas. Je ne vous nomme personne, évidemment, mais plus ils sont ignorants en la matière, plus ils ont tendance à tirer des conclusions d'un bout d'orteil de statue de marbre, quelque chose qui serait comme une espèce de logique historique de la construction des formes sur laquelle ils vont reposer tout leur idéalisme lui-même putride. Évidemment, toute cette putréfaction qui naît des ruines, c'est une putréfaction politique en devenir, et qui n'a pas d'autre promesse à offrir que le recommencement infini de la destruction et des ruines. Donc l'album a beau s'évertuer à proposer plusieurs renaissances, chacune est plus pourrie que la précédente. On n'en sort pas. On n'en sort pas, et regardez comme la trame prend un grain puissant. Quelque chose de pourri dès le début au royaume. Oui, complètement. Ouais. Ça ne cesse ici de reconstruire de la désolation. Il y a des moments où cette désolation devient une désolation métrique, où elle s'organise au sol comme une espèce de promesse d'organisation. Là où pousse la ruine surgit le squelette de béton. Alors, le texte n'est jamais explicatif de rien, mais il n'y a pas vraiment besoin d'explication. Là, on a des lignes en guise de trame. À partir de ce chapitre-là, il y a... Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait aller regarder un petit peu en ligne. Là, Narcisse parle de l'architecture brutaliste. Ah oui. Là, on a vraiment quelque chose qui porte moins d'espoir que tout le reste, puisque le processus de naissance, on pourrait dire, c'est celui dont on s'imagine qu'il est le plus naturel qui soit, puisque c'est une pousse. Mais on se souvient évidemment au passage que la nature, comme disait Robert Musil dans L'homme sans qualité, la nature n'est qu'une vieille carte postale du 19e siècle. C'est à dire également un rêve putride du romantisme allemand. Et voilà à peu près ce qui naît dans les décombres. Un squelette qui jaillit comme... si tu te souviens de ces petits squelettes extraordinaires dans le film de Ray Harryhausen, Jason et les Argonautes. C'est vraiment comme ça. Des squelettes de pâte à modeler. Et voilà, donc du coup, poussent des ruines de béton. Tu vas peut-être pas déflorer tout le livre quand même. Bon, je déflore pas tout le livre, mais j'espère que je vous donne envie. Ça va très loin dans l'aptitude à développer un génie graphique total. Enfin, je vous fais pas tout.
Je vous Allez. dis qu'il faut absolument que vous ayez ce Alors, livre dans comment votre se le bibliothèque. procurer, par contre, Voilà, ça, alors, ça va être comment- la grande énigme. Alors, je sais pas, et je pense qu'il faut aller chez lapoinçonneuse.com tout simplement. Je vais voir ça. Oui, parce que tu as déjà parlé du travail De Florian, ouais. Florian. Ouais. Donc, travailler à base de trous, des Voilà, choses comme je vous ça. montre ça. Travailler dans la quasi-invisibilité. Triboulet m'a devancé. Ah, ce d'accord, saligo. bravo. Voilà, lapoinçonneuse.com. Voilà, donc là, il y a les livres disponibles. Il y a toute sa série qui est très très jolie. L'intrépide Dick Rivers à la poursuite du mystérieux James du Rebours. C'est vraiment très très chouette. C'est une espèce de récit de SF turbulent et assez fascinant. Il y a aussi tout son travail politique sur les grandes figures féminines de l'histoire. Et est-ce que dans les livres, on trouve déjà La vase noire dans la nuit, qu'on pourra chroniquer c'est un de bien. ces jours? C'est un très beau livre qui a été fait par les éditions Bicéphale, que je vous conseille évidemment. Bed and Breakfast, c'est un petit bouquin qui a été c'est pas mal réalisé aussi. par Maël Ranou, donc aux éditions Gorgonzola, Très très bien. que je vous conseille également. Et il n'est pas encore disponible, mais bon, Ah, on voit peut-être ici qu'on que a ça eu va pas tarder. une pré-édition. Il vient de le créer. Donc ça veut dire qu'il faut surveiller ça de près, parce que Zoom Aveugle, donc il nous l'a envoyé à peine il a été réalisé, donc il est probablement Donc il il est est à paraître. à 18 euros. Ah ouais, il est là. Oui, c'est 18 euros, c'est une Voilà. misère. Voilà, il est là. C'est C'est marqué une dans misère, c'est apparaître. des sous, mais franchement, voilà. Il sort en 2022, je suppose qu'il sera présent au festival d'Angoulême. D'Angoulême, certainement, oui. Ouais. Et puis après, évidemment, vous n'aurez plus qu'à le commander sur lapoinçonneuse.com.